Bonjour, les lumières s'allument. Alors nous allons commencer cet atelier qui s'intitule « Qui aurait pu prédire ? Décider à la lumière des connaissances scientifiques ». Vous ferez le lien avec la table ronde précédente. C'est Jean-Philippe Chauvin qui est administrateur territorial et ingénieur agro qui va faire une courte introduction après la présentation que je suis en train de faire. Et puis, on discutera de la question qui est posée avec le docteur Pierre Souvé. Vous êtes médecin cardiologue, président et fondateur de Santé et Environnement en France. Avec Irina Andrianova. Bonjour, vous êtes vice-présidente de l'université Cergy Paris Université et professeur d'informatique. Gwenaëlle Leblanc-Masquet. Bonjour, DGA de Brest Métropole et de la ville de Brest, en charge du développement culturel, éducatif et sportif, du développement économique et urbain. Et vous êtes aussi maître de conférences associé à Sciences Po Rennes. Et enfin, Stéphane Vincent, délégué général et fondateur de la 27e région que vous devez tous connaître. Jean-Philippe Chauvin, si vous voulez bien poser les termes de notre sujet, rapidement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je restreindrai l'intervention, qui ne sera pas une intervention, c'est une courte introduction pour vous faire un clin d'œil. Cette carte-là, j'ai eu le plaisir de la présenter lors d'un séminaire sous l'égide d'un préfet de région, qui fut également plus tard d'IRCAB, président de la République. Ça remonte à 20 ans. Donc c'est un direct clin d'œil à cette question, qui aurait pu prédire ? Ça, je l'ai présenté en 2005. Avec l'appui à l'époque de Météo France. C'est la première fois qu'on présentait à un cercle d'entreprises locales, des TPE, des grands groupes, à des élus, à des dirigeants de collectivités, à tout le tissu des acteurs économiques, c'était en région PACA, cette première modélisation qui était sur une base scientifique, il y a eu énormément d'hésitation et de prudence avant de communiquer ce document. On se retrouve 20 ans après. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous voyez ce que ça représente, les plus 4 degrés. On y est, à l'époque, on tremblait presque à présenter cette diapo. Donc c'est un clin d'œil très rapide à la question qui nous est posée, qui vous est posée, et à la manière dont on a les moyens ou pas aujourd'hui d'y répondre. Est-ce qu'on pouvait prédire ? Qu'est-ce qu'on peut prédire ? Est-ce que la prévision, ça fait le tour de la question ? Et finalement, quelles questions on doit se poser en tant qu'administrateur au sein des collectivités ? Voilà. Donc, on passe le relais à Romain, et puis on se refait un clin d'œil en fin de l'atelier. Merci. Je vous précise qu'on a construit le déroulé de cet atelier avec une prise de parole de nos intervenants sur une trentaine de minutes, 30-35, de sorte à ce que vous puissiez intervenir, poser vos questions, faire part de vos réflexions sur un temps à peu près équivalent en suivant. Et on va commencer avec vous, Pierre Souvé. Donc vous êtes spécialiste du lien entre santé et environnement, et l'une de vos convictions, c'est qu'il y a un rapport très bénéfique à nouer entre science et collectivité, d'autant plus bénéfique que toute seule la science ne peut pas avancer en réalité. Oui, merci pour l'invitation. D'abord, je voulais vous dire, j'ai bien écouté ce matin, je m'inquiète pour vous. Un métier difficile, alors cardiologue c'est dur aussi, hein. Métier difficile, un nomadisme incroyable qui est institutionnalisé, mais quel est votre bien-être mental ? Hein, vous savez que les médecins, il y a beaucoup de burn-out. On a fait notamment dans les URPS, des téléphones où les médecins, infirmiers, kinés, tout professionnel de santé peuvent appeler pour exprimer leur mal-être. Donc je me demande si on s'occupe de ça. Et donc voilà, ça m'inquiète et je pense qu'il faut faire une petite structure pour s'occuper du bien-être des DG qui, visiblement, c'est très compliqué d'être DG. Voilà, donc c'était pour vous dire, je suis docteur, il faut que je vous soigne, c'est obligé. La suivante. La diapo. Revenons à notre sujet. On s'en fout. Je vais vous dire, ce matin j'ai entendu gestion de crise, les feux, les inondations, l'accès aux soins. Et donc je vois un sénateur et il me dit, mon grand problème dans la Creuse, c'est le seul endroit où il n'y a pas le chikungunya, le moustique tigre ne va pas en Creuse parce qu'en fait il va dans les voitures et les trains, mais il n'y a personne qui va dans la Creuse, donc il n'est pas arrivé jusque-là. Il me dit, c'est l'accès aux soins. J'ai dit, vous avez tout à fait raison de plus pour qu'il y ait moins de malades et faire plus de prévention.
Donc, gestion des crises, canicule, mais plus de prévention. Et vous avez un rôle que vous n'imaginez pas de prévention en santé, et notamment en environnement. Première diapo, si elle est là. Elle n'est pas là. Elle est là. Bonjour, c'est Clément. Voilà. Ça, c'est les déterminants de santé sur votre vie. Moi, si je fais un infarctus là, c'est 100% aujourd'hui le système de soins. Mais regardez, en fait, sur l'ensemble de vie, c'est 15% en moyenne. Alors, évidemment, en creuse, ça pourrait être plus. Et les déterminants essentiels, 45%, facteurs socio-économiques, accès à l'emploi, revenus, alimentation saine, ça commence à l'école, on respecte l'histoire du bio, la culture, les loisirs, l'éducation, l'éducation, 45%. Les facteurs environnementaux, tout ce à quoi vous êtes exposé, 25%. Et vous voyez, la génétique, 5%. Et les facteurs personnels, vous fumez, ah oui, un jour, j'ai présenté ça, quelqu'un m'a dit, ça me donne envie de fumer. Non, j'ai dit bien évidemment non, mais vous voyez que vous pouvez agir dans les 45%, dans les 25%. Nous, 15%. Parce que les médecins sont dans le soin, ils ne sont pas dans la prévention. La suivante. Et on rejoint le concept d'exposome, qui est l'exposition, en fait, tout au long de votre vie, à tous ces facteurs externes, conditions de vie, conditions sociales, conditions professionnelles, conditions d'exposition, etc. Mais l'exposome a sa capacité de changer positivement. Si vous diminuez la pollution de l'air, la pollution du bruit, l'exposition aux polluants chimiques, vous allez améliorer l'exposome, améliorer la santé des gens. Et on a quand même plus de 20 millions de personnes qui ont des maladies chroniques. Et d'ailleurs, pour lutter contre les inégalités, vous voyez à gauche, la ligne 1, c'est les plus pauvres, et 10, c'est les plus riches. Vous voyez les facteurs de risque de diabète, de maladies psychiatriques, etc., qui sont plus élevés chez les plus pauvres. 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. Moi, j'ai travaillé à Vitrolles 40 ans. C'est pas tolérable. Hein, il faut faire quelque chose beaucoup plus fort. Et vous avez ces moyens que nous, on n'a pas. La suivante. Il est parti. Voilà. Et donc, et les facteurs environnementaux, c'était celle d'avant, peu importe. L'OMS estime que c'est 25% des pathologies sont liées aux facteurs environnementaux. Et la première cause de mortalité dans le monde, ce sont les pollutions chimiques et de l'air, devant le tabagisme actif et passif. Et donc, si on mettait autant de moyens pour lutter contre ces pollutions que sur le tabagisme, première cause de mortalité dans le monde, les pollutions. Ça, c'est les dépenses de santé. Alors, vous me direz, on dépense les santé, on va aller sur dépenses courantes de santé, toutes les sécu, les mutuelles, et ce que vous sortez de votre poche. En 2012, 243 milliards. En 2023, 325 milliards. C'est l'adresse qui fait ça, hein, tous les ans. Plus 80 milliards en 11 ans. Alors là, j'étais à l'Assemblée nationale, ils cherchent 1,7 milliard d'économies sur la santé. Mais bon sang, si on faisait plus de prévention, peut-être que... Hein, et ce n'est pas une histoire de vieux. Le cancer du sein chez la femme de moins de 40 ans, il augmente de 1,6%. On a la première incidence au monde. Cancer du testicule, c'est pareil. Ce n'est pas un cancer du vieux, etc. Cancer du cerveau, pour les moins de 40 ans, plus 6% par an. Donc c'est pour vous donner une idée qu'on peut faire des économies. Si les gens ont plus d'argent dans leur poche parce qu'ils ont moins payé, eh ben, ils pourront avoir une vie meilleure parce que ces facteurs socio-économiques sont essentiels. La suivante. Je vais le plus vite possible. Hein. Je ne peux pas aller plus vite. Et donc, les 200 plus grandes revues médicales au monde ont écrit à l'OMS pour dire la crise environnementale est une urgence de santé mondiale. On ne peut pas considérer la crise climatique, la perte de biodiversité et les pollutions de manière séparée. Ça n'a aucun sens pour scientifiques et politiciens de considérer la santé et l'environnement de manière séparée. C'est clair et net. L'accès aux soins, l'hygiène publique, l'hygiène de l'eau, bien sûr, c'est votre boulot. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en nouant ces alliances. Ça a été dit ce matin, coopération. Parce que vous allez... moi, je vais voir un patient, je vais lui expliquer, il ne faut pas faire chauffer le plastique, il ne faut pas se promener quand c'est pollué. Mais vous êtes capable de réunir des centaines de personnes tout au long de l'année, avec les associations, les CIQ, peu importe. En tout cas, vous pouvez avoir une action systémique, beaucoup plus forte que nous, chacun dans notre cabinet, où en plus on est débordé et en burn-out. La suivante. Voilà. Ça, c'est pour après ou c'est fini, là? Non, c'était juste pour vous dire qu'on meurt de quoi, des canicules? On meurt du cœur. C'est les gens les plus fragiles qui décompensent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sang va vers la peau, pour transpirer, hein, pour lutter contre ça. Et du coup, le travail cardiaque est augmenté, le pouls accélère, l'arrivée d'oxygène au cœur se fait plus de difficultés. C'est les gens qui sont déjà fragiles qui meurent en premier. Du cœur. Après, il y a l'aspect respiratoire, rénal avec la déshydratation, etc. Et donc, sur les canicules,
Il faut repérer les gens, c'est la suivante, repérer les gens. Ce n'est pas le médecin qui, le 1er juillet, va les repérer, les gens vulnérables. Et c'est qui les vulnérables? Les enfants, femmes enceintes, les malades, les vieux, l'isolement social. Ce n'est pas le médecin qui va aller, qui lui demande, vous êtes seul, quelqu'un vous appelle. Il ne pose jamais la question. Et là, vos services sont capables de faire ça. Les travailleurs exposés, droit de retrait à 30 degrés à l'extérieur en cas d'activité physique, 28 degrés à l'extérieur en cas d'activité physique, 30 degrés dans un bureau. Hein. Normalement, il y a droit de retrait. Hein. Et l'accès aux soins qui risque de poser des problèmes. Donc, servez-vous notamment des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, pour créer ces alliances et repérer ces gens bien en amont, sans attendre la gestion de crise. Ça suffira pour nous. Super, merci. Après, on discutera peut-être après de la limite des compétences des collectivités en matière de santé qui peuvent relativiser tout ce que vous venez de présenter. Là, c'est la construction institutionnelle du pays a ses limites aussi, ou présente des limites dans les capacités d'action des différents échelons de collectivités. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Irina Andrianova, donc vous êtes professeure d'informatique et vice-présidente de l'université, et vous, l'une de vos convictions, c'est que les chercheurs peuvent apporter beaucoup à la décision publique. Expliquez-nous comment vous voyez cette coopération profitable. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette invitation, et je m'associe à tous les propos d'avant, donc en fait ça va très bien avec la création de notre institut en recherche en santé pour les territoires que nous sommes en train de créer avec le GHT Nouveau qui se trouve à Pontoise. Donc ça c'est juste un petit mot voilà, pour soutenir les propos d'avant. Donc de ma part, donc, le message que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est que l'université pour les collectivités, donc tout d'abord, c'est l'endroit où vous pourriez obtenir une aide à la prise des décisions. Donc ça, c'est une chose assez importante, parce que nous avons des équipes de recherche qui travaillent beaucoup sur la modélisation et prédiction des risques, donc dans toutes les disciplines. Donc, et puis, bien évidemment, nous sommes un réseau avec d'autres universités de France. Donc, nous avons notre association France Université, dans laquelle nous échangeons beaucoup. Et cet appui aux décisions publiques, ça peut rendre vos décisions plus légitimes ou plus acceptées de la part des citoyens, de vos habitants, parce qu'en se basant sur les faits, comme justement dans la présentation précédente, donc il y a un certain nombre de chiffres qui ont été donnés. Donc ça, c'est quelque chose de précieux et quelque chose d'explicable et quelque chose d'objectivable. Donc pour moi, c'est le premier message, je pense, qu'il faudrait apporter, c'est que je pense que ce dialogue donc, entre les collectivités et puis les universités en général, pas juste la recherche, c'est quelque chose qui serait à maintenir ou à renforcer, ou voilà, si ce dialogue n'existe pas, peut-être à le créer autour des sujets peut-être qui sont nouveaux pour vous, mais aussi pour nous. Donc c'est là où en fait, moi je pense que l'étape des co-constructions pourrait vraiment avoir lieu, donc, et ça serait vraiment une étape super enrichissante. Et puis, quand on parle de la recherche, on ne peut pas parler non plus, on doit aussi évoquer la partie de la formation et des débats, parce que l'université, c'est quand même l'espace des débats ouverts. Donc, c'est vraiment l'endroit où on peut donc, offrir cet espace vraiment libre des paroles, ou l'endroit où les gens peuvent se former non seulement en tant que les jeunes, mais aussi tout au long de la vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, l'université, c'est aussi un facilitateur des liens. Parce que comme nous travaillons au niveau national, international, avec plusieurs acteurs, donc en fait, qui, d'une manière indirecte, donc en fait, via d'autres cercles d'intervention, en fait, agissent sur les territoires. Donc, nous pouvons être justement un facilitateur important quand, par exemple, vous avez besoin d'une
intervention, pas forcément recherche, mais plus de l'ingénierie sur vos territoires, avec des tels acteurs comme par exemple le CEREMA, qui a été mentionné ce matin, et avec qui, par exemple, notre université travaille en partenariat stratégique, mais aussi par exemple avec la gendarmerie nationale, des points de vue de la sécurité nationale, ou tout autre type de crise, donc en fait, que vous avez aussi vu ce matin, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est ça, donc peut-être le message sur lequel je voudrais intervenir aujourd'hui, et puis peut-être entendre vos questions. Très bien, merci. Gwenaëlle Leblanc-Masclé, vous êtes un peu dans les deux mondes. Si cet atelier se déroule, c'est parce que ces deux mondes ne communiquent pas facilement et spontanément. Comment une coopération, pour vous, elle peut se faire concrètement ? Ouais, alors vous le dites bien, vous connaissez tous la phrase célèbre selon laquelle en théorie, la pratique et la théorie c'est la même chose, et en pratique c'est différent. Alors moi j'ai choisi de vivre dans les deux moods, je vous laisse choisir lequel est l'un, lequel est l'autre. Peut-être avant de commencer, j'aurais envie de solliciter la salle. Parmi vous, qui d'entre vous travaille au quotidien avec des chercheurs ou des universitaires, si on fait un petit sondage à main levée ? Ok. Il y en a plein des dispositifs qui existent. Ils sont nombreux, ils sont pour partie financés. On pourra en citer tout un tas tout à l'heure. Et je pense que le petit sondage qu'on a fait, qui n'a rien du reproche à l'égard des uns et des autres, mais il est révélateur d'une chose. C'est qu'on est pourtant si proche et pourtant si loin. Et dans ce contexte, le vrai enjeu, c'est de réussir à travailler ensemble. Et souvent, et moi je voudrais insister dans le droit fil du propos d'Irina, comme quoi, Jean-Philippe, Romain, vous avez fait du bon boulot, parce qu'on va dire la même chose, mais de manière complémentaire. Ce qui est hyper important, c'est que pour pouvoir aller chercher les dispositifs qui existent, pour pouvoir aller chercher les synergies qu'évoquait Irina, pour ça, il y a besoin de relations interpersonnelles. Et il y a, à mon avis, deux ingrédients clés. Le premier, c'est de considérer que le territoire, c'est un écosystème. Et on se le dit beaucoup entre nous dans la territoriale. Mais on a tous en proximité, chacun d'entre nous a en proximité 1, 2, 5, 10 chercheurs qui sont disponibles pour venir travailler avec nous. Encore faut-il les identifier. Et donc, on a sans doute, nous, administrateurs territoriaux, une petite responsabilité de chercheurs d'or pour venir chercher ces pépites qui sont dans un monde complètement différent du nôtre. Hein. Il faut l'assumer. Quoique pas tout à fait. Parce qu'il y a quand même cette dimension d'écosystème qui est extrêmement forte et qui doit représenter finalement un dépassement des frontières institutionnelles qui sont les nôtres. L'autre élément absolument indispensable, c'est la mise en contact, c'est la relation. Pour qu'il y ait carburation, il faut une étincelle. Et donc, la capacité, moi je le dis à titre personnel, il y a encore une fois tout un tas de dispositifs institutionnels, mais ce qui fait que vos collectivités elles vont commencer à bosser avec des chercheurs, c'est cette étincelle. Mon voisin de droite à la 27e région, ils appellent ça la PIF-PP, la prise d'initiative frugale sans prescription préalable. Moi, j'appelle ça la zone de flibusterie du cadre, et qui fait que, effectivement, si on veut pouvoir avoir des dispositifs un peu créatifs et qui sortent de l'ordinaire, ben, il faut aller les chercher, il faut aller les sortir, j'allais dire, de ces capacités, de ces deux zones de créativité sur lesquelles on sait qu'en tant que cadre, si on fait un truc qui plaît pas, on se fera éventuellement taper sur les doigts et que c'est pas grave. Un exemple, quand on a créé la chaire territoire et mutation de l'action publique avec Romain Pasquier, on est parti d'une page blanche et on s'est dit, nous, à Sciences Po Rennes, on aimerait bien travailler avec les collectivités locales. Comment on fait ? Et en fait, très rapidement, on a eu des échos de tout le monde. La région Bretagne, de Brest Métropole, de Rennes Métropole, des départements. Pourquoi ? Parce que contrairement à pas mal de chaires, on avait décidé que l'idée, c'était pas qu'il y ait les financeurs d'un côté et les chercheurs de l'autre, mais que s'il y avait des questions de recherche, alors il fallait qu'on construise ensemble les questions de recherche et qu'on
construisent les solutions ensemble. Et donc, il y a une réalité, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'il y a des cultures qui sont complètement différentes, il y a des temporalités qui sont différentes, et il faut que les uns et les autres, on réussisse à dépasser ça si on veut trouver des méthodes pour pouvoir alimenter les tests CIFRE, les programmes POPSU, les travaux de chaire, les échanges en formation-action avec des chercheurs et des élus. Voilà. J'allais dire, c'est extrêmement simple à monter et en même temps, c'est hyper complexe. Très bien, merci. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez. Stéphane Vincent, on connaît le goût de la 27e région pour les processus d'innovation dans les politiques publiques et depuis quelques mois, vous réfléchissez précisément sur ce lien entre la recherche et les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez identifié à ce stade sur les conditions d'une coopération profitable? Oui, ce que je peux dire est exactement dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit. Effectivement, comme Gwenaëlle l'a dit, on ne les connaît pas toujours, mais il y a des dispositifs qui existent. D'abord, la recherche, elle s'est ouverte à la société depuis pas mal d'années maintenant avec ce qu'on appelle les sciences participatives. Moi, j'ai fait partie d'un groupement qui s'appelait 1000 doctorants pour les territoires, dont l'objectif était d'encourager des jeunes doctorants en CIFRE. Alors, je ne sais pas si le dispositif CIFRE vous est familier, mais en tout cas, les collectivités peuvent accueillir des doctorants pendant 3 ans avec des cofinancements. Ça, c'est pas toujours. Donc, il y a des dispositifs qui existent. Moi, j'ai le plaisir de voir aussi que chez tous nos adhérents collectivités, il y a maintenant des partenariats avec l'université. Je pense à un gros programme qui démarre à Rennes. Je pense à un programme qui a été lancé à Lille il n'y a pas longtemps. Une équipe de chercheurs va travailler pendant 7 ans sur les questions de crise démocratique. Donc vraiment, il y a un gisement absolument énorme. Mais il y a quand même, quand on gratte un peu, comme Gwenaëlle l'a dit, il y a aussi des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas vraiment, c'est-à-dire ou pour lesquelles il n'y a pas de vraie coopération, puisqu'on emploie ce mot depuis tout à l'heure. Donc on a décidé avec un élu qui est administrateur à l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, qui s'appelle Alexis Midolmonet, avec les équipes de chercheurs de la coopérative ELIX. Il y a quelques mois, on a décidé de lancer une petite enquête et on a interviewé au cours de 2 sessions une trentaine de chercheurs qui avaient déjà travaillé, ou de chercheuses qui avaient déjà travaillé avec des collectivités, et aussi des collectivités, des agents en collectivité qui avaient déjà travaillé avec les chercheurs. Et on a essayé de comprendre quels étaient les freins, les obstacles, les difficultés, tous les obstacles à lever en fait pour qu'il y ait une vraie coopération. Alors j'en cite juste un ou deux, parce qu'on a fait on a sorti il y a quelques jours une liste de 7 conseils à l'intention des chercheurs et des agents qui voudraient mieux travailler ensemble. Qu'on pourra lire sur le site de la 27e. Retrouver sur le site de la 27e région. Premier sujet, c'est quand même changer les représentations. Les représentations qu'ont les chercheurs vis-à-vis des collectivités, des institutions sont très chargées. Ils ont une certaine vision selon qu'ils y ont déjà travaillé ou pas. Et en tout cas, ils ont pas que des bonnes visions en fait de ce qu'est une institution. Et à l'inverse, les collectivités se font plein d'idées aussi sur le travail des chercheurs. Donc il y a vraiment un boulot de déminage pour mieux se comprendre, et je pense que ça passe aussi par du contact humain, tout simplement. Il y a un sujet aussi qui est d'expliciter à quoi sert la recherche, en fait. Quels sont quand une coopération démarre entre une collectivité et des chercheurs, quels vont être les usages de ce travail? À quoi il va servir? Là, en ce moment, on a pas mal de gens qui nous disent est-ce que ça va servir à mes élus actuels ou est-ce que ça ne va pas servir à mes élus dans la prochaine mandature? Est-ce que ça va être un doc joint au PCAET? Comment? Et ça ne sera pas forcément les mêmes. En tout cas, il y a une discussion, je pense, à avoir aussi au cas par cas sur à quoi on veut s'en servir. Les collectivités, elles ont besoin que ça transforme des politiques publiques, que c'est une influence. Donc il y a des questions à avoir sur les finalités de ce travail. Il y a des enjeux de pilotage. Arriver à mettre côte à côte des chercheurs et des non-chercheurs, des agents, des élus, des citoyens éventuellement dans des programmes de recherche, c'est vraiment un boulot de pilotage tout à fait peu ordinaire. Alors à la 27e région, on essaye de le pratiquer depuis pas mal d'années. C'est quand même une gymnastique. Vous êtes un peu dans un rôle de médiation entre des gens qui viennent des sciences, entre la pratique et la théorie. Donc il y a un peu un boulot de traduction, un peu tous azimuts à faire. Et puis j'en citerai un dernier, c'est accepter aussi des modalités
modalités de recherche renouvelées. On n'est pas dans des... Je ne pense pas qu'on parle de recherche académique. On parle plutôt de recherche-action, de recherche-action participative. Nous, c'est le terme qu'on utilise. Elix parle de R&D, de recherche et développement social ou public. On est dans des formes hybrides où nous, on pense que les agents publics font partie de l'équipe de recherche. Ils sont chercheurs avec les chercheurs. Donc il y a aussi, du point de vue des chercheurs, à accepter que les agents deviennent des chercheurs amateurs et épousent les pratiques de la recherche. Et donc là, il y a tout un boulot de formation à faire. Donc voilà, il y a quand même ça et quelques autres conseils qu'on pourrait donner pour aller plus loin dans cette coopération. Très bien, merci. Gwenaëlle Leblanc-Masclet, vous avez... Oui, pardon. Pardon, bien sûr. Gwenaëlle Leblanc-Masclet, vous avez évoqué tout à l'heure la question des temporalités et en effet, le temps de la recherche et le temps de la décision publique ne coïncident pas forcément. Comment on se sort de cette contradiction ? D'abord, je pense en assumant que la chose est complexe et en la démystifiant. Parce que quand il y a quelque chose qui est compliqué, de toute façon, on essaye de le contourner. Quand on assume qu'un sujet est complexe, alors on peut commencer à l'analyser. Procédons par l'exemple. Je voudrais vous en citer deux, de deux natures complètement différentes. On est embarqué à Brest Métropole dans un dispositif que les uns et les autres vous connaissez bien, qui est la plateforme POPSU, la plateforme d'observation des projets urbains et stratégiques et urbains plutôt, et qui nous permet de venir partager avec des chercheurs un certain nombre d'observations sur le fait métropolitain et sur les transitions. Et donc, après un premier programme réussi, on en a ouvert un deuxième. Et ce lundi, on avait un atelier où on a mis, moi j'ai mis l'ensemble de mes directeurs au contact des chercheurs issus de toute la France pour travailler sur notre projet stratégique urbain, c'est-à-dire la révision d'un même bloc de notre PLU, de notre plan de mobilité, de notre programmation locale de l'habitat et de notre PCAET. Et donc, on a fait le choix d'amener les chercheurs en recherche embarquée tout au long du processus d'action publique qu'on est en train de piloter. Et ben, je peux vous assurer que quand je suis sorti de cette réunion lundi soir, il a fallu que je fasse acte de management. Pourquoi ? Parce que, et pourtant j'ai des directeurs qui sont bien câblés, ils étaient tous convaincus. Mais sur les 4 ateliers, il y en a un où ça ne s'est pas bien passé. Il y en a un où ça ne s'est pas bien passé parce que cette dimension humaine qu'on exprimait tout à l'heure, elle ne s'est pas faite. Et qu'on a un enseignant-chercheur qui est venu expliquer la vie aux administratifs et que la vraie vie, elle se passe pas comme ça. Je parlais tout à l'heure de la théorie et de la pratique. La réalité commune de la recherche et de l'action publique, elle se situe au milieu. Bruno Latour parlait des certitudes provisoires, fragiles et provisoires, disait-il, les certitudes fragiles et provisoires de la science et les certitudes fragiles et provisoires de l'action publique. C'est au juste milieu de ça qu'il faut réussir à se situer. Alors, effectivement, il y a une question fondamentale qui est la question du temps, parce que la temporalité de la recherche est une temporalité qui nécessite de fonctionner par étapes, de pouvoir objectiver les choses, de pouvoir les analyser. Et la réalité de l'action publique, c'est qu'à un moment, il y a des problèmes publics et qu'il faut les solutionner. Et donc, c'est des processus de long terme qui nécessitent de pouvoir assumer qu'on ne va peut-être pas y réussir du premier coup, mais que ce n'est pas grave, on franchit des étapes, étape par étape. Et puis, la deuxième illustration que je voulais prendre, c'est celle de l'UNOC, que vous avez tous eu sous les yeux sur vos écrans de télé pendant 15 jours en juin, avec ce pari qui était celui d'Emmanuel Macron et qui a relevé l'Ifremer, de dire on va organiser un temps majeur de diplomatie et à côté de ça, on va organiser un grand colloque scientifique sur la maritimité. Nous, avec le master gouvernance des métropoles, affaires publiques et maritimité de Sciences Po Rennes qu'on a monté à Brest, on a accompagné avec les étudiants un peu l'Ifremer sur le sujet. Moi, j'ai pu amener les étudiants in vivo dans ce moment diplomatique en train de se jouer.
Il y a deux approches du sujet. Sans doute, est-ce que effectivement, dans la manière dont on a frappé l'opinion publique d'une conscience et d'une connaissance des enjeux climatiques et environnementaux de l'océan, sans doute est-ce qu'on ne l'avait jamais fait avec une telle puissance. Et dans l'opinion publique, sans doute est-ce que cet événement est une réussite. Après, j'ai un copain qui est à l'ONU et qui travaille sur le sujet et qui dit concrètement, les scientifiques qui ont réussi à faire passer des idées, ce n'est pas ceux qui sont venus au congrès scientifique, c'est ceux qui travaillent depuis 6 mois, 10 mois, 1 an, avec leur délégation locale à l'ONU, avec leur délégation nationale à l'ONU, pour réussir à faire passer des idées et pour s'inscrire dans un processus permanent de co-construction des savoirs scientifiques et des décisions publiques. Avec une de mes étudiantes, on travaille sur les questions polaires. Et on a essayé de recenser, elle a été embarquée en alternance auprès du Muséum national d'histoire naturelle et auprès du chercheur qui travaille dans la CAMLAR, donc dans vraiment l'instance d'échange et de décision sur les mondes polaires. Et elle s'est amusée à cartographier, comme c'était l'expérience professionnelle qu'elle vivait, à aller cartographier quels étaient ces décodeurs, ces gens qui sont situés soit dans une administration publique pour pouvoir traduire ce que disent les scientifiques, soit dans une administration scientifique pour pouvoir traduire ce que disent les décideurs, ce qui était son cas en tant qu'étudiant Sciences Po Rennes. Elle a décompté qu'elle était la 3e en France sur ces sujets-là. Alors qu'on est sur les questions polaires, qui ne sont peut-être pas des questions qui vous sont très naturelles, sur une question majeure en termes de souveraineté pour la France et de rôle international. Donc voilà quelques exemples. Moi, je voudrais juste... Une minute, Gwenaëlle. Ouais, juste... dire que finalement, dans la production scientifique, et j'appuie le propos aussi sur les travaux qu'on a menés avec l'IFREMER sur le sujet, il y a 3 types d'apports qui sont différenciés et qu'il faut savoir différencier. Il y a des apports scientifiques qui sont purement informatifs et il faut les prendre en tant que tels parce que c'est important de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Il y a des apports qui sont des apports techniques. Et puis il y a des apports qui sont des apports décisionnels. Et ça amène peut-être à un regard sur on appelle ça aujourd'hui les science to policy, la manière dont la science contribue aux politiques publiques. On pourrait ça appeler aussi d'une certaine manière ça le science to politics, parce que nous, administrateurs, on a une responsabilité, mais il y a aussi une vraie question sur la capacité à embarquer nos élus sur ces sujets-là. Et en quelque sorte, finalement, il y a 3 enjeux qui sont à la fois congruents et un peu différents. Il y a le prédire, et je crois que c'est Marie-Claude qui disait tout à l'heure, je ne suis pas Madame Irma. Et nos scientifiques ne sont pas non plus des Madame Irma, mais dans le regard croisé, il y a un exercice de prospective, de projection, de vision future qui est hyper important. Il y a un deuxième exercice qui est le prévoir, et le prévoir, il peut s'appuyer sur la donnée scientifique. Et puis, il y a un 3e exercice qui est le préparer. Le préparer, c'est notre métier à nous, mais les scientifiques sont en capacité de nous apporter des méthodes et un regard critique sur nos méthodes pour ça. Et donc, dans ce prédire, prévoir, préparer, à mon avis, il y a la recette de quelque chose qui peut être très efficace dans nos modalités de travail avec les chercheurs. Très bien, merci. Idria Andrianova, dans la continuité de votre première intervention, est-ce que vous pouvez nous partager un projet que vous trouvez particulièrement éclairant sur cette coopération et cet apport de la science à la décision publique ? Merci. Je vais faire 2 exemples, parce que la dernière intervention m'a donné des idées, donc je vais rajouter un à celui que je pense. Mais toujours en 4 minutes. 3 minutes, absolument. Moi je suis d'accord avec la dernière intervention, c'est que plutôt les scientifiques sont associés à des projets qui ne sont pas forcément les projets de recherche à la base, plus ça peut avoir de la valeur dans la durée. Et donc mon exemple concret, c'est l'exemple de projet de construction du centre culturel dans Avignon, dans Grand Avignon, où le défi technologique, c'était de voir est-ce qu'on peut créer un data center qui est alimenté purement sur les panneaux solaires et hydrogène, donc ça veut dire 0 carbone, 0 émission carbone. Et donc ça, c'est quelque chose où les scientifiques dans ce projet ont été associés dès le début, même avant que le bâtiment
est sorti de la terre, et donc ce qui a effectivement permis à faire tout sortes d'optimisation et tout genre de choses. Et donc par la suite, ce projet a été associé, à ce projet ont été associés l'ADEME, un certain nombre des PME, etc., et c'est devenu quelque chose comme un projet assez important. Et donc en fait, ce projet a donné lieu donc à un certain nombre des licences et des constructions qui actuellement sont en train d'entrer implémentées à Avignon, mais aussi d'ailleurs, parce qu'une fois on a trouvé une solution, on peut le dupliquer dans d'autres endroits. Et le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple où les scientifiques n'ont pas été associés dès le début, mais que la cohésion se fait petit à petit. Et en fait, mon exemple vient du département Val d'Oise, donc de notre département, où notre équipe des géologues a commencé à faire les balades géologiques du Vexin. Donc pour justement montrer aux collégiens, aux lycéens, en fait, la valeur de notre territoire. Et donc en fait, il y a eu un certain nombre de balades qui a été créées. Et donc autour d'un village, donc il y a eu d'abord une balade. Maintenant, c'est un parcours géologique. Et donc au mois d'octobre, il y aura l'ouverture officielle de ce parcours géologique qui est maintenant ouvert au grand public. Puis c'est devenu une recherche participative avec tous les membres du village sur l'idée des géosciences et justement la question des ravines que vous avez mentionné ce matin dans l'autre atelier. Et puis maintenant, ça devient un autre projet donc en lien avec l'urbanisation. Et puis, dans un mois, il y a un colloque autour des LEA pour les villageois. Et donc, c'est l'Université de Cergy qui assure cette participation. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, la relation qui devient toute petite et en fait, où il y a une petite ancrage sur un sujet avec une personne et que ça se passe bien, en fait, petit à petit, ça devient quelque chose de plus en plus grand. Ça peut toucher plus de monde et donc ça peut devenir intéressant. Voilà. Donc, et actuellement, ce village-là, maintenant, c'est quelque chose, voilà, donc où on est très bienvenu. Donc, c'est très agréable de s'y promener en disant que moi, je viens de l'université de Cergy parce que là, on est invité de visiter la ferme. Voilà. Donc, regardez. Donc c'est vraiment très agréable et donc ça c'est quelque chose à quoi on participe et je trouve que ça crée aussi de la valeur au territoire. Donc vous voyez, donc en fait d'une certaine manière nous avons participé à la création des valeurs patrimoniales au village et au début c'était pas du tout le projet. Très bien, merci beaucoup. Stéphane Vincent, vous avez un petit peu évoqué des méthodes qui seraient souhaitables de mettre en œuvre dans les collectivités. Si vous devez approfondir à l'état où vous en êtes de votre réflexion, comment une collectivité peut faire les choses bien, entre guillemets. Pour l'illustrer, je vais raconter un exemple concret qu'on mène en ce moment. Dont je trouve que c'est une formule qui fonctionne plutôt bien. C'est un programme qu'on mène en ce moment, qui se termine à la fin de cette année, qui s'appelle Rebond, qui associe les équipes en charge du développement économique de 10 territoires français, des métropoles, ceux de territoires métropolitains, mais aussi des intercos, un PETR, etc. Des chercheurs, menés par une chercheuse en sciences économiques qui s'appelle Magali Taillandier, qui est à Grenoble, la Fondation de France, l'ADEME, décidément on cite souvent l'ADEME et on voit bien à quel point elle est utile quand même parmi toutes les agences dans nos travaux. Je pense oui, parce que tout le monde n'en est pas convaincu en ce moment. Voilà, on peut penser très fort à eux en ce moment. Et en fait, c'est un programme dans lequel, l'hypothèse de départ, c'est on ne réussira pas la transition écologique et sociale si on ne redirige pas nos politiques de développement économique. C'est-à-dire qu'en gros, ce que certains chercheurs appellent la CAM, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, et Olivier Bouba-Olga qui emploie cette expression, qui dit qu'il faut que les collectivités se désintoxent de la CAM. Mais comment on invente un nouveau modèle, en fait? C'est quoi le nouveau modèle de développement plus respectueux du territoire, plus inscrit dans une logique de réduction des inégalités? Pour les développeurs économiques, c'est un sacré changement de paradigme. Et donc, on s'est donné 2 ans pour, avec cette équipe de chercheurs, avec ces 25 développeurs économiques venus de 10 territoires, avec nos équipes, avec des designers, avec des sociologues, enquêter
dans une démarche d'enquête expérimentale, essayer de comprendre d'abord ce qui nous arrive, regarder les problèmes de terrain que les formes anciennes de développement économique commencent à poser dans nos territoires. Et Dieu sait qu'il y a plein de problèmes avec la raréfaction du foncier, l'accès à la ressource, etc. On voit monter des conflits un peu partout sur les territoires. Donc partir des problèmes. Donc c'est un peu pour assurer que je dis ça aussi, c'est que les travaux de recherche partent, en principe, les bons travaux de recherche parlent des problèmes. Ils partent pas de choses hors sol. Partons des problèmes, des problèmes vécus par les développeurs économiques et essayons de comprendre ce qui leur arrive. Et ils sont à la manœuvre pour enquêter. Donc c'est eux-mêmes qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive avec l'aide des chercheurs. Allons voir peut-être aussi des territoires en France, mais peut-être aussi en Europe, qui ont connu ces crises avant nous et qui ont inventé des solutions intéressantes. Donc même les chercheurs avec nous découvrent des nouvelles théories venues de Grande-Bretagne ou de pays scandinaves, etc. Donc il y a un travail où vraiment tout le monde apprend, y compris les chercheurs. Et donc ça crée une émulation. Je le dis, je ne sais pas si Charlotte est dans la salle Intercommunauté de France est un des partenaires de cette opération. Et Charlotte pourrait vous raconter comment ça travaille en fait. C'est-à-dire que ça nous oblige à comprendre pourquoi ces politiques de développement économique doivent changer, dans quelle direction. Et puis le plus intéressant de ces programmes, c'est qu'à un moment donné, on fait des hypothèses et on les teste. Donc on est dans une démarche réellement expérimentale. Là, avec l'équipe de Montpellier, on teste pourquoi ça ne marche pas les critères d'éco-conditionnalité. Donc on essaye d'inventer autre chose. Avec un autre territoire, on essaye de tester qu'est-ce que ça fait de lire le territoire par rapport à ses dépendances en termes de ressources, d'accès au bois, aux énergies. Enfin voilà, on fait des tests in vivo et on en tire des enseignements et on acceptera les enseignements de ces tests. Soit ces tests sont concluants ou dans tous les cas, ils nous apprendront quelque chose. Et ensuite, quand il s'agira de mettre en œuvre des politiques publiques, on aura fait des tests qui vont nourrir nos politiques publiques. C'est pas la peine de mettre en place des politiques publiques si les tests n'ont pas été concluants. Donc il y a vraiment une démarche. Et ça, c'est ce qu'on appelle ce programme. Il suit les contours de ce qu'on appelle la recherche-action participative. RAP pour les. C'est-à-dire que c'est de la recherche qui associe des non-chercheurs, en l'occurrence les agents publics, les entreprises. Les entreprises sont aussi associées à ce programme. Et c'est de la recherche-action parce que c'est pas de la recherche académique, c'est fait vraiment pour transformer. On assume qu'on va transformer des choses. On veut des résultats qui transforment les politiques publiques à la fin. Et puis l'autre astuce, c'est de faire travailler 10 territoires en même temps autour de ce même problème. Ça, c'est génial, parce que là, on crée de la coopération entre Rennes, Grenoble, des petites intercos de Bourgogne. Enfin, il y a aussi un effet de coopération entre ces... Et Grenoble apprend de petits territoires. Enfin, c'est ça le charme aussi de ces démarches, c'est qu'on a plein de surprises en cours de route. Les gros pensent tout savoir, et en fait, ils apprennent des petits. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la recherche-action participative, qui est pour moi, mais il y en a plein d'autres, mais c'est une des formes de recherche qui, moi, me paraît vraiment intéressante pour les collectivités. Très bien, merci. Pierre Chouvet, pour conclure, en 4 minutes, parce qu'il y restera 15 minutes seulement de questions-réponses avec la salle, comment on peut faire en sorte que l'ensemble de vos interlocuteurs dans la décision publique comprennent tous les enjeux que vous nous avez présentés et soient capables de répondre à vos besoins aussi. Oui, tout comprendre, c'est compliqué quand même. Hein. Oui. D'abord, se rencontrer d'abord. Vous voyez, je suis venu, je comprends mieux votre boulot. Eh bien, faites pareil. Venez nous voir, hein, casser ces barrières. Deuxièmement, pour agir, il faut être convaincu soi-même. OK ? Pour être en cohérence, on a besoin de faire ce qu'on pense. Si vous ne pensez pas la chose, vous ne ferez pas. Exemple, ma belle-mère. Thomas va faire ma belle-mère. Alors c'est une histoire vraie, ça aurait pu être mon beau-père, mais c'est ma belle-mère. Il y a un magasin bio, un pas bio, on a les moyens. Hein. Après, je vous dirai ce qu'ils font à Strasbourg. Et le bio, c'est 25% de risque de risque de cancer en moins si vous mangez 50% bio par rapport à 0. Il y a, d'après l'OMS, 483 000 nouveaux cas de cancer par an en France. 483 000. L'ENCA, il dit 433, mais quand même. Et donc, ma belle-mère, j'ai dit, belle maman, on va aller au bio, c'est le même prix, les oranges, 1,99, c'est raisonnable. On n'achète pas l'avocat du Pérou, hein. On est bien d'accord, on fait travailler le local. Ah non, elle me dit, non, on va pas au bio. Mais pourquoi, belle maman ? Et parce que je suis pas malade. Parce que je suis pas malade. Elle a trouvé la cohérence. Alors, on trouvera... lui nous dira, il faut bien mourir de quelque chose.
où les Chinois ne font rien, ça ne sert à rien ce que je fais, etc. Donc si vous arrivez à rompre cette cohérence dans l'autre sens, vous faites une petite action, vous allez vous être cohérent et vous allez continuer les bonnes petites actions. C'est pareil pour les médecins, il faut qu'ils commencent petits. Donc, pour être convaincu, il faut être formé. Donc déjà, je viens vous sensibiliser. Alors le CNFPT, il fait un module santé-environnement qui est bien. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire, vous et tous vos collaborateurs. L'Institut One Health, vous savez que ça a été créé par France 2030, AgroParisTech, VetAgroSup et École des hautes études en santé publique de Rennes. Malheureusement, par exemple, il a été doté pour AgroParisTech un 0,5 équivalent temps plein pour faire le module. Et donc, du coup, la formation est devenue payante parce que, alors que ça devait être gratuit, ça devait former des milliers de décideurs publics et privés, vous. Et donc, du coup, ils ont demandé 3 500 € pour s'inscrire. C'est 3 jours. Et donc, votre budget formation, il n'y est pas. La première session, 0. Personne. Pas d'argent. La deuxième, il y a 20. Bon, c'est mieux que 0, hein. Ça doit former des milliers de gens. Le programme est 3 jours, il est centré sur les crises, notamment les zoonoses, puisque ça vient de France 2030, c'est le ministère c'est les maladies transmissibles, hein, ça vient de là, mais il y a quand même un volet maladie chronique. Et là, où vous avez un rôle. Donc, moi, je peux vous aider. Vous savez que je suis bénévole, moi. Hein, je travaille pour mon asso. Enfin, je ne travaille pas, je suis bénévole. Mais on peut aussi vous aider. On fait déjà dans les collectivités plein d'éléments pour vous éclairer un petit peu. Donc, se former. Pour l'action, Thomas, il me dit, oh, on ne peut rien faire, ce n'est pas notre rôle. Hein, j'ai résumé. Alors, le cadmium, vous savez qu'on a réussi à embarquer tous les médecins libéraux français pour expliquer que c'était quand même une grosse saloperie. Il faut faire de la recherche. Mais il y a quand même 16 000 articles médicaux dans PubMed qui montrent sa toxicité. Donc peut-être que déjà, vous pouvez aller voir dans le menu de la cantine du primaire s'il n'y a pas de la purée de pommes de terre tous les jours. Ou si à goûter, on ne leur donne pas des céréales. Peut-être pour... Voilà, alors vous n'avez pas besoin que ce soit écrit dans la loi, parce qu'on a proposé une loi Une seule santé, justement, qui rentrait dans les SCOT, les SRADET, etc., avec nos alliés, dont la Société française du droit de l'environnement, l'Union internationale de conservation de la nature, les vétérinaires, tous les vétos de France. Donc on a fait ces alliances. Mais en attendant, vous pouvez agir. Si vous ne le faites pas, j'irai vous tirer les oreilles. Hein. Ensuite, j'ai entendu parler SRADET, Scott Machet. Je n'ai pas entendu parler contrats locaux de santé, diagnostic territorial ou local, santé-environnement. Alors, il n'y a pas la ville de Lorient ici. C'est le grand exemple du plan local. Il faut un diagnostic des îlots de chaleur, diagnostic de l'agriculture autour, diagnostic du bruit, etc. Je consulte le responsable des trottoirs de la métropole de Marseille en consultation. Je lui dis, l'effet albédo, c'est emmerdant, j'en ai marre de voir des trottoirs noirs, quoi. Il me dit, qu'est-ce que c'est l'effet albédo? Oh, pour le Covid, je consulte, nous on sort un topo Covid en juin 2020, on met aérer le plus possible. Je consulte, ils viennent tous me voir, le responsable des bus de la ville de Marseille. J'ai dit, vos fenêtres au bus, c'était à cette époque, hein, à l'été 2020. Ah non, c'est fermé. J'ai dit, pourquoi c'est fermé? Ah, c'est climatisé. Ah, j'ai dit, la climatisation, c'est entrant-sortant. Ah, mais non, ça tourne à l'intérieur. Ce qui fait que si le mec avait le Covid au fond, le chauffeur chopait le Covid. Ah, il me dit, je vais le dire de suite. Bon. C'est pour ça qu'il faut aller voir ailleurs les informations. Hein. Et donc, faites ces diagnostics pour pouvoir agir. Vous n'avez pas besoin d'avoir la loi en marche. Faites ces contrats locaux de santé dans lesquels vous mettez la santé-environnement. Voilà. Et comme disait mon maître Hubert Reeves, avec qui j'ai fait la préface d'un livre qui s'appelle « Notre santé et la biodiversité », quand je lui posais la question « Est-ce que, Hubert, vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Il disait « Non, Pierre, je suis déterminé. Soyez déterminé et prenez soin de vous. » Bravo. Comme dirait Jacques Martin, sous vos applaudissements. Tout à l'heure, quand je parlais des limites de l'action des collectivités, je pensais à l'époque du Covid, où il y a des maires qui ont voulu intervenir pour réguler le déplacement de la population et qui se sont fait retoquer juste au Conseil d'État. On leur a dit, vous n'avez pas de compétences en santé. C'était à ça que je faisais référence. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, là-bas. Je vous amène un micro très vite. Et si vous voulez bien vous présenter. Bien sûr.
Bonjour, donc je m'appelle Pauline Georges, moi je travaille pour Expertise France, donc le groupe Agence française de développement, et je suis coordinatrice de l'unité risque naturel. Je tenais déjà à vous remercier pour les discours qui ont été tenus, qui ont été vraiment vraiment passionnants. Je voulais revenir par rapport aux propos de Monsieur Leblond-Masclé, j'espère que je prononce bien le nom de famille, par rapport notamment au fait de la posture de décodeur, que ce soit de l'expertise vers le politique et du politique vers l'expertise. À mon sens, il manque aussi un autre paramètre qui est du coup la population. Vous avez parlé beaucoup du rôle des agents, du rôle des décideurs politiques, le rôle des experts. Je trouve qu'on parle très peu finalement de la population et comment on l'embarque en fait dans cette légitimité. Parce que bien sûr, toute population, enfin la population comme les citoyens, ils ont quand même leur mot à dire. Et justement, en fait, en gardant le dialogue au niveau du politique ou au niveau de l'expertise, on manque à maillon. Et pour mes propos, je vais les étayer par rapport à notamment une expérimentation qui a été menée par la ville de Paris, le CAUE notamment, avec la PUR, sur une exposition qui a eu lieu l'année dernière au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Paris 2050. Et en fait, ils ont demandé à des étudiants, ils ont demandé à des enfants de primaire, même de maternelle, aussi au corps artistique, de se positionner par rapport à 4 scénarios. Paris sous la canicule, où on ne peut plus vivre la journée. Paris sous les eaux, avec des crues régulières. Paris des migrations, aussi avec des flux divers, notamment des flux climatiques. Et aussi Paris des sous-sols. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants avaient des idées qui allaient bien au-delà de ceux des décideurs politiques, qui allaient bien au-delà des experts, parce qu'en fait, ils s'affranchissaient de toute limite. Et en ce sens, ça redonnait en fait aussi un idéal de démocratie participative. Ça permettait aussi de recréer une sorte de lien entre politique et la population au sens large. Et ça permettait également du coup de créer cette zone tampon de dialogue entre toutes les strates de la société. Donc voilà, je voulais vous entendre par rapport à ça. Merci. Alors vous avez raison sur plein de choses, Pauline. D'abord, vous prononcez bien mon nom. Ensuite, vous avez tout à fait raison. Et tout à l'heure en filigrane, quand j'évoquais l'UNOC et l'impact sur l'opinion publique, c'est bien entendu cette capacité des acteurs publics à se faire aussi le relais des savoirs scientifiques vulgarisés auprès de la population pour pouvoir faire changer les choses. Alors, avec des aspects tout à fait ambigus, parce que à la fois l'événementialisation de la recherche scientifique par l'action publique est quelque chose qui est tout à fait pertinent, mais qui est aussi de très court terme en termes d'effets. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont d'ailleurs dû se souvenir ce matin ce qu'était l'UNOC, parce que vous avez presque oublié. Vous voyez ce que vous amenez dans le débat est effectivement tout à fait majeur. Alors effectivement, le choix qu'on a fait ce matin, le choix qu'ont fait les organisateurs de la table ronde, c'est de se concentrer sur cette relation entre la décision et les connaissances scientifiques. Mais bien entendu, d'abord tout ça, on le fait pour l'usager. Et deux, bien entendu, si on prend dans la décision publique l'ensemble des expertises qui doivent être intégrées, il y a bien entendu d'abord et avant tout l'expertise d'usage. Et alors j'en profite pour illustrer, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la manière dont on travaillait en recherche embarquée avec les chercheurs sur le projet stratégique urbain de Brest Métropole, mais moi j'ai aussi tenu à ce qu'avec les équipes, on aille dans les écoles, et le regard des générations futures sur la manière dont on doit construire la ville à 2050, je vous rejoins tout à fait. D'abord, elle est géniale parce qu'elle vient nous conforter sur un certain nombre de points d'attention qui étaient les nôtres, ou bien nous éclairer sur des choses qui étaient restées un peu dans des trous noirs, dans des zones d'ombre. Et en même temps, elle vient donner de la légitimité, y compris de la légitimité politique. Nous, on est allé mettre dans le cadre de la concertation, on est allé mettre le projet stratégique et urbain en débat dans les écoles principalement de la ville de Brest, mais aussi des autres communes de la métropole. C'est la plus grande phase de concertation vis-à-vis des enfants que la ville de Brest n'avait jamais menée. Et quand vous avez une élue à l'éducation qui est en plus présidente du réseau français des villes éducatrices qui vous appelle en disant « Gwenaëlle, tu te rends compte, c'est la plus grande phase de concertation avec les enfants qu'on n'a jamais menée »,
c'est effectivement assez satisfaisant. Et quand on couple ça effectivement avec l'autre grande concertation qui a eu lieu vis-à-vis des enfants qui concerne le traitement des cours de récré, je parle volontairement pas d'oasis, parce que c'est comme la question des îlots de chaleur à Lorient qui était évoqué tout à l'heure. À la fois c'est une vraie réalité et à la fois il y a des sujets qui peuvent amener à débat. Mais cette refonte des cours d'école, elle est effectivement tout à fait essentielle dans la capacité à amener l'expertise de ceux qui la fréquentent au quotidien. Et alors, a fortiori, dans mon métier à moi qui est celui du développement économique et urbain, si on essaye d'inventer la ville de 2050 et qu'on oublie quels sont les usagers qui seront ceux qui la vivront, on passe à côté de l'essentiel. Et ça, et juste pour boucler, les chercheurs, ils nous aident aussi à ça. C'est-à-dire que le regard distancié, dans tous les cas, quel qu'il soit, il a un vrai effet miroir qui nous est utile pour dépasser peut-être les idées préconçues qui sont les nôtres, ou bien justement pour pouvoir conforter des points de vue qu'on avait et sur lesquels on va se sentir encore plus légitime pour agir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre interpellation, et au plaisir d'en discuter. Un court ajout. Je pense que, pour observer beaucoup les processus d'innovation et de transformation depuis des années, j'ai l'impression que ce qu'on attend quand même, in fine, c'est des transformations des politiques publiques. On sort d'une séquence politique où il y a eu beaucoup d'exercices de participation démocratique qui n'ont abouti à aucune transformation publique, ou en tout cas qui ont déçu en termes de transformation publique. Je dirais ça. Et donc, il y a quand même un enjeu à ce que, in fine, on transforme les politiques publiques. Donc, il y a quand même un intérêt à ce que ce travail de recherche se fasse aussi avec les acteurs publics. Par ailleurs, et je voudrais pas, je pense que c'est à vérifier, mais pour avoir un peu étudié les sciences participatives, elles se sont beaucoup intéressées aux citoyens, aux jeunes, aux enfants, à un travail éducatif, un peu moins à l'appareil public. C'est-à-dire que vous ne verrez pas beaucoup de projets de sciences participatives engageant des agents publics, des élus, etc. Donc, il y a quand même un réglage à faire en ce moment qui est que les sciences, elles ont quand même besoin de travailler avec les décideurs publics, avec les institutions. Donc, je pense que peut-être que c'est conjoncturel, peut-être que c'est en ce moment. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Comment arrêter avec la démocratie participative, qui est une grosse critique de cette séquence dont on sort, où on a beaucoup produit d'exercices participatifs, et les gens sont épuisés en plus de cet exercice participatif, et ça n'a pas produit les transformations publiques dont on aurait besoin. Donc je pense qu'il y a quand même un truc qui se joue, et c'est quand même la raison pour laquelle il y a besoin de travailler entre acteurs publics et chercheurs. Oui, juste pour compléter, Gwenaëlle, est-ce que vous savez que la végétalisation des cours d'école, c'est pas seulement la meilleure activité sociale dans la cour, moins d'îlots de chaleur, c'est aussi une amélioration des microbiotes. Une étude finlandaise a montré que les microbiotes digestifs et cutanés sont améliorés. Moins de bactéries pathogènes, plus de bactéries non pathogènes, c'est-à-dire une immunité meilleure. Donc c'est pas simplement il fera moins chaud, ça a un effet sanitaire. Et sur les enfants, nous on fait des topos avec le rectorat, c'est gratuit en plus. On a eu à peu près 500 établissements en direct, les petits et les grands, sur pollution, biodiversité, climat et alimentation. Alimentation, ça les passionne. Et c'est les enfants, on va faire un recueil d'ailleurs des questions, c'est les CM1, CM2, c'est un flot de questions, une ouverture. Alors que pour les terminales, tu as 2 questions. Et donc il faut commencer par sensibiliser. Vous pourrez vous inscrire l'année prochaine à vos écoles, à vous. Oh, c'est gratuit. Nous, on ne fait même pas payer au rectorat. C'est gratuit. Et on a eu donc 500 fois 25 élèves. Bon, 12 500, c'est rien, mais c'est une première en France. Très bien, merci. Une autre question ? Oui. Oui, effectivement. Alors, je suis complètement convaincue. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, pardon. Barbara Clini, j'ai travaillé longtemps en Alsace, au département du Bas-Rhin. Et aujourd'hui, je suis en détachement à la CNAF, les allocations familiales. Je souscris parfaitement à ce mariage et ce travail intense entre le monde scientifique et les collectivités. Et je m'interrogeais sur, du coup, la place que peuvent prendre les élus qui, finalement, avaient une posture très de sachants jusqu'à présent, de décideurs un peu tout-puissants et qui doivent là prendre une autre posture plus ouverte, plus, j'allais dire, encline à écouter la compétence de l'autre. Et du coup, comment peut-on accompagner nos élus vers cette posture nouvelle et ce travail nouveau dans la prise de décision ? Alors, comme on arrive à la fin du temps qui nous était imparti, oui.
Alors, on va prendre votre question, et puis si vous... Vite fait, alors. J'ai demandé au CNFPT pourquoi les élus, ils n'ont pas droit. Ah ben non, c'est comme ça. Et donc c'est vous, en connaissant tout ça, qui vont leur expliquer, mais les cours d'école, c'est pas que les îlots de chaleur. Et c'est vous qui allez les pousser à savoir plus, parce qu'eux aussi, ils ont un besoin énorme de formation. Oui, de mon côté, bon, je m'appelle Jean Rocheron, je suis administrateur territorial, mais depuis 4 ans, je suis en disponibilité pour suivi de conjoint. Je vis à Copenhague, qui a été proclamée il y a peu de temps la ville la plus agréable à vivre au monde. Et au Danemark, tout ce que vous me décrivez là sur le travail entre les collectivités et les scientifiques, c'est une réalité depuis fort longtemps, pour la simple et bonne raison qu'ils sont en avance sur nous, pas seulement sur ces aspects-là, mais aussi tout simplement sur l'éclatement du paysage politique, qui leur conduit en fait, depuis à peu près les années 70, à devoir composé avec des majorités extrêmement hétéroclites, avec au sein des collectivités, je prends par exemple en ce moment dans le conseil municipal de Copenhague, il y a à peu près 10 partis politiques, et donc évidemment vous imaginez que la majorité n'est pas facile à obtenir. Ils sont obligés quelque part d'arriver à rationaliser la décision, et justement l'élu ne peut plus être dans la posture du sachant, mais dans la posture du négociateur. Et c'est là où le scientifique intervient, parce qu'à un moment donné, il faut arriver à objectiver. Et donc ça se manifeste concrètement par l'association des universités dans l'élaboration de leur grand plan, par exemple le grand plan de résilience au changement climatique qui a été adopté suite à une série d'inondations en 2012. Et également, il y a des phénomènes de financement de bourses de recherche par les collectivités, par exemple la commune de Copenhague, sur des sujets où ils ont besoin d'avoir des études de fond. Voilà. Et ça se fait aussi, c'est aussi dans la série des réflexions qui peuvent aussi être intéressantes pour la France, ça se fait aussi au niveau de l'État, pour la simple et bonne raison que l'État danois a énormément délégué aux collectivités au cours de son histoire, et puis on est dans un État qui, certes, où il y a une part de la dépense publique qui est très importante, mais dans un État qui est assez frugal, c'est-à-dire où il n'y a pas pléthore de corps d'inspection et corps de sachants à l'intérieur même de l'État. Et donc, typiquement, l'État danois recourt volontiers aux universités pour arriver à construire par exemple des modèles qui seront aussi perçus comme plus objectifs, moins politisés. J'en veux par exemple le modèle d'études coût-bénéfice par exemple sur les impacts du vélo, d'un kilomètre de fait à vélo, etc., par rapport à 1 kilomètre de voiture, etc., fait par l'Université technique de Copenhague pour le ministère des Transports, ce qui permet d'avoir de la donnée qui est considérée comme beaucoup plus neutre politiquement et donc beaucoup plus acceptable aussi. Voilà, donc en fait, peut-être que l'éclatement de notre paysage politique en cours, de même que peut-être demain notre progression vers un État plus frugal et plus maigre nous conduira à améliorer la coopération avec le monde scientifique. Voilà. J'y rajoute juste une toute petite donnée, mais Irina, je pense, pourrait le partager avec moi. C'est surtout dans ces sujets-là, considérons pas qu'il y a les sachants et les non-sachants, sinon on va dans le mur. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que quand je vous parle avec ma casquette de maître de conférence associé, je sois plus sachant que quand je vous parle avec ma casquette d'administrateur territorial. Et c'est important d'aussi avoir ce regard-là sur les chercheurs. Les bons chercheurs, c'est d'abord et avant tout des gens qui doutent. Et c'est ça qui permet de construire ensemble les questions de recherche et les solutions. Il n'y a rien de pire que la science qui se croit avoir la vérité, la science de Trump qui pense que la Terre est plate et qu'il n'y a rien d'autre que ça. Revenons à Karl Popper. Le premier critère de la science, c'est sa falsifiabilité, c'est la capacité à poser les hypothèses qui font que c'est vrai ou pas. Et si on regarde, si on fait un peu d'histoire de la science au cours du temps, elle s'est plantée un certain nombre de fois, elle a émis des hypothèses qui étaient fausses pour parvenir à des choses qui, aujourd'hui, sont peut-être des réalités, mais qui sont aussi peut-être des choses sur lesquelles on a, je reviens à cette notion, des certitudes fragiles et provisoires. Le dernier mot à Irina, avant la conclusion de Jean-Philippe. Merci. Donc, moi, je voudrais rebondir sur cette coopération et donc co-construction commune. Donc, il faut peut-être savoir que les chercheurs d'il y a 30 ans, ce ne sont pas les chercheurs d'aujourd'hui. Et donc, il y a la plupart des chercheurs, même dans les universités, ce sont les gens qui sont très partants de travailler hors mur de leur laboratoire. Et donc, venir à la rencontre des gens et qui ont la posture complètement différente de ce que vous pouvez voir dans les bandes dessinées ou dans les séries et toute autre chose. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est le moment. Donc, les chercheurs ont aussi beaucoup de sollicitations. Ils ont aussi beaucoup de questionnements de leur côté. Et la première question, c'est à quoi ça sert la recherche que je fais ?
Et donc, quand on voit aussi les gens enseignants-chercheurs qui arrivent aux universités, on le voit de plus en plus souvent. Donc moi, en tant que vice-présidente recherche, je reçois de plus en plus des nouvelles personnes qui arrivent, qui viennent et qui me disent « je suis prêt à venir dans des projets participatifs, dites-moi dans lequel ». Donc ça c'est vraiment, on voit donc en fait vraiment ce souhait, ce soif, en fait venir vers les autres, donc apprendre de nouveaux sujets, donc aussi communiquer avec des personnes d'autres métiers, voilà, donc d'autres territoires. Merci. La découverte de l'autre est toujours une richesse. Jean-Philippe Chauvin, à vous le mot de conclusion de cette table ronde. Alors, ça sera en lien avec cette image. On avait imaginé avec certains pouvoir vous évoquer des méthodes de travail, dont la méthode par projet, par programme. Donc, sur cette belle image, elle peut vous évoquer plein de choses. Il y a aussi des certitudes ou des incertitudes qu'on a levées. Tant qu'on n'est pas allé là-bas, alors si tant est que ça soit des vrais documents, enfin après on va pas réouvrir les tiroirs des théories du complot, mais c'est dans le sujet qu'on avait à traiter ce matin. On n'aura pas fait le tour, on tiendrait, chacun des intervenants pouvait vous faire une conférence de 4 heures de manière intarissable chacun, au moins, hein, j'en connais un certain nombre. Cette image-là, finalement, elle était destinée à vous faire un clin d'œil sur la notion de programme. Ça veut dire que là, pour faire ça, il a fallu des moyens financiers, humains, des décisions politiques. Ça s'est fait sur, finalement, 20 ans. Il y a eu 10 ans de vrai, on va dire, go, à partir du go. Pour préparer le go, évidemment, ça ne s'est pas fait sur un pari politique, on fait une annonce, on dit dans 10 ans on y sera. Non, il y avait au moins 10 ans, 15 ans de travail dans les coulisses. Mais ça s'est fait. Le coût, c'est à peu près l'équivalent en monnaie réactualisée d'un jeu olympique par an. Ça veut dire que ce n'est pas hors de portée, ce genre de choses. Et on l'a fait. Donc sur toute une série d'autres sujets qui ont été évoqués ce matin, c'est à portée de main. Y compris au niveau de notre territoire national, au niveau de collectivités. Et on n'est pas sur une déconnexion du très local et quelque chose qui serait à une échelle inatteignable. L'autre image que ça peut évoquer, c'est finalement vers quel horizon on se dirige. Qu'est-ce que c'est notre futur? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Est-ce que c'est le voyage? Ça veut dire qu'on quitte ce qui est là-bas, au fond, et dans quel état? Et de toute façon, on est destiné à le faire, mais on a en gros quelques centaines de millions d'années avant d'être grillé pour de bon. C'est écrit, c'est comme ça. Avant de partir pour le grand voyage, on a un certain nombre de liens à créer pour faire en sorte qu'on ne devienne pas ce qui est au premier plan. Ça, c'est ce qui s'annonce, c'est ce qui peut être prévisible à très court terme. Et dernière idée, puisqu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là finalement? On échange, on aimerait bien continuer d'échanger, on pourra le faire encore pendant ces 2 jours. Moi j'ai envie de revenir, parce qu'on parlait de recherche et de recherche-action, à des fondamentaux. On parlait prévision, c'est pas pareil que de la prospective. Le futur, je vais paraphraser, je ne sais plus si c'était Godet ou bien Le Sourne qui le disait, le futur, il ne se prévoit pas, il se construit. Et c'est là où on est sur la distinction entre la prévision et la construction du futur. Le futur, il est ce qu'on va en faire. Et ça se décide. Alors évidemment, sous contrainte. Le libre arbitre total, encore un autre débat, ça n'existe peut-être pas. Donc, si vous avez le temps, encore un peu de temps de cerveau disponible, grâce à nos médecins lorsqu'ils sont dans une démarche de prévention, relisons Jacques Le Sourne, relisez Michel Godet, des prospectivistes, relisez Thierry Gaudin, des documents, des bouquins qui datent d'il y a à peu près une vingtaine d'années, où c'était les récits prospectivistes sur ce qui nous attend dans ce siècle qui vient. C'est riche, y compris là où on sentira que c'est un peu en décalage, ça pose la question de finalement où on s'est planté, où sont les limites de nos prévisions et de notre capacité à imaginer un futur. Voilà, ça c'est des références plutôt sérieuses. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, je l'avais promis à un copain DGS qui m'a cité du Pierre Dac. Alors, c'est sur un autre registre, vous vérifierez pareil que c'est Blanche qui annonçait ça, j'aurais pas sa gouaille. C'était en gros, le futur s'ouvre à tous les hommes et chaque fois qu'on va se retourner, on l'aura dans le dos. Vous en faites ce que vous voulez, libre à vous de réfléchir à cette phrase profondément philosophique. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe.